Les interviews. Bon, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la série des interviews. Là, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu le truc du moment, avec donc un nouvel invité dont j'ai parlé déjà, hein, oh là là, j'ai parlé à moult reprises. Donc François Guterres, Ouais. aka Fra, donc. C'est ça, Astrofra. Astrofra. Oui, c'est vrai que c'est moi qui... en fait, c'est une abréviation, Fra. Ouais, c'est un truc terrifiant. En fait, C'est vrai que moi, j'ai toujours dit Fra, mais c'est... ouais, je sais. En fait, alors ça vient du boulot. Quand j'ai commencé à bosser, en même temps, j'allais sur IRC. Et avec un autre collègue, on était tous les deux sur IRC. Et du coup, j'avais pris Fra comme pseudo sur IRC pour François, quoi. Ouais. Et donc, le collègue de boulot avec lequel j'ai changé sur IRC s'est mis à m'appeler Fra au boulot. Et du coup, tout le monde à la boîte s'est mis à m'appeler Fra. Et D'accord. maintenant, même les clients m'appellent comme ça, c'est infernal, quoi. Ah Et ouais, même ma femme, des fois, je vois sur des textos, elle va écrire prendre des trucs pour Fra et tout. excellent. Donc voilà. Excellent. Bon, sinon, c'est François en entier. Mais oui, donc là, on va parler d'Amiga, hein, parce que François est quand même très impliqué dans la scène Amiga. Et on se voit aujourd'hui parce que donc on s'est rencontrés, ça devait être en 2015 peut-être. Ouais, c'est ça, je dirais 2015. Sur la toute fin d'Athanor 2, Amstrad CPC. Il y avait donc des choses à terminer, voilà, il restait des choses et on m'a parlé de toi, je sais plus, c'est Hervé, hein, je crois, qui a fait un intermédiaire, qui te connaissait. Peut-être, ouais, je sais plus. Voilà, et donc du coup tu t'es proposé de finaliser un petit peu les dernières choses qu'il y avait sur la version Amstrad CPC en graphe, et donc on a pu enfin boucler, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc écoute, on va évoquer ton parcours, t'as côtoyé un peu le jeu vidéo aussi, tout ça, Ouais, un donc, petit peu, ouais. donc on va voir d'où c'est venu, hein, par où ça a commencé. Donc ton tout premier contact avec la micro, c'est quelle année à peu près parce que bon, moi on m'a posé souvent la question, Ouais, c'est toujours un peu flou, mais... c'est la question qui revient souvent. Et quelle année, quelle bécane En fait, je suis en train de réfléchir, je réalise, parce que avec mon grand-père était médecin, donc rien à voir avec la micro. Et il était médecin et spécialisé dans la question de la petite enfance. Et il avait participé à une exposition à la Villette, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ouais. Et sa partie de l'expo, ça consistait à représenter un appartement vu du point de vue d'un enfant en bas âge. Et en fait, il avait fait fabriquer des chaises énormes, des tables énormes, une machine à laver énorme. Ah ouais, Pour que toi, en d'accord. tant qu'adulte, tu réalises ce que c'est que d'être un enfant. Et que donc, si tu montes sur une Toi, les chaise... commandeurs avant l'heure, alors. Ouais, exactement, ouais, exactement. Et si tu montes sur une chaise, en fait, la chaise est immense. Et si tu tombes, tu peux faire une chute et te blesser. Et donc, c'était un moyen de sensibiliser les futurs parents à la question des accidents domestiques avec les enfants. Et donc, j'accompagne mon grand-père parce qu'il allait faire son petit tour, vérifier que tout était en ordre dans sa partie de l'exposition de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et puis, je tombe sur... j'arrive plus trop à me rappeler ce que c'était, mais c'était en gros une espèce de jeu un peu serious game qui racontait la vie des sous-mariniers d'un sous-marin français, genre le Redoutable, tu vois, la force de frappe sous-marine française, pardon, Ouais. et nucléaire, quoi. Et ça a été mon premier contact avec la micro-informatique, parce qu'en fait, le jeu était probablement sur un genre de PC, ou ça devait être de l'EGA ou du CGA, peut-être même, un truc D'accord, vraiment super du crado, PC, quoi. Ouais. Et ça m'a marqué à fond, ça m'a fasciné, quoi. Et je pense que ça a été mon premier contact. Et après, quelques temps après, je pense, mes parents m'ont acheté un Amstrad CPC 6128 D'accord. couleur. Donc un Auric Killer encore. Je connaissais même pas l'Auric. Voilà. Bref, j'accompagnais mes parents à Mont-Laure, qui était en gros le Auchan local à Montpellier, quoi. Et à Ah oui, donc t'étais dans ce coin-là à cette époque-là. Ouais. Moi, je suis né à Nîmes et j'ai passé toute mon enfance à Montpellier jusqu'à 17 ans. Et il y avait toute une galerie d'ordi, forcément, et c'était super. Je faisais pas la différence, quoi, quand on est gosse, ado, et on est machin. J'étais pas assez affûté pour dire ok, c'est ça que je veux et tout, donc ils sont partis m'acheter un ordi, ils sont revenus avec un ordi. Ça aurait été n'importe quoi, j'aurais été content. Bon, mais c'était un CPC, quoi. C'était le truc du moment. De toute façon, il a balayé
plein de bécanes, quoi. L'Amstrad, le tout Ouais, en ouais. un, en plus, là, l'écran, le lecteur de C'est ça. disquette ou de cassette et tout ça, c'était, ouais, Ouais. ça- Ah, ils avaient été sensibles à l'argumentaire du vendeur qui devait bien maîtriser son sujet, et qui avait dû leur raconter que Amstrad, ils avaient une force de frappe en France, que au niveau de la SAV, c'était ce qu'il y avait de mieux. Enfin, je me rappelle qu'il m'avait dit ouais, on a acheté ça parce que le vendeur il nous a dit nanana nanana. Alors, je me rappelle Non, plus des puis en détails. plus, tu squattais pas la télé du salon et tout ça. Tu étais dans. Bon, parce qu'à l'époque, Ouais. fallait voir le truc, c'était ça, quoi. Soit Ah, tu pouvais avoir ouais. une deuxième télé dans ta chambre, ce qui était pas évident, soit fallait squatter le salon. Et là, avec Ouais. l'Amstrad, j'avoue, bon. Ça me Ouais. rappelle une anecdote qu'en fait on n'avait pas la télé à la maison. Ah Parce oui, que alors, ma mère était anti-télé, quoi. donc la question se posait pas. Bah, du du coup, coup, il n'y avait pas de télé à squatter. Et pendant longtemps, au collège, un souvenir d'enfance, hein, c'est lui. Les gens me prenaient pour un mytho, en fait, parce que j'avais un ordi et j'avais pas de télé. Et ils comprenaient pas, puisque j'avais pas de télé, j'étais dans la catégorie des pauvres, des clodos, quoi. Ouais. Et comment c'était possible que j'ai un ordi à la maison alors qu'on n'avait même pas de télé? Enfin, tu pouvais Ouais, pas c'est accéder, fou, hein. accéder au palier ordi si tu n'avais pas de télé, forcément. C'était Déjà, rigolo. ouais. C'est marrant. Bah ouais, ouais, bah les enfants sont cruels. Hein. Ouais, les ados Les aussi, enfants sont ouais. cruels. Ouais. Donc, et donc là, ouais, t'as quel âge alors en fait? Je devais avoir 12-13 ans. 12-13 ans, Ouais, donc ouais. le jeu, non? Le jeu, Bah, majoritairement, Pas trop, non? non. En Non. fait, moi, j'ai jamais été un joueur vraiment, que ce soit d'ailleurs jeu de cartes, jeu de plateau, machin, ça m'a toujours un peu fait chier, Ouais. pour parler vulgairement. Et Ouais, bah, alors, vulgaire le gars. Quand ouais, même. un peu quand même. Et, alors mes parents m'avaient acheté SRAM, donc j'avais D'accord. l'original de SRAM et tout. Et Ouais. trop bien, quoi. J'étais fou de ce jeu, c'était complètement cinglé. Et Voilà. il y Jeu avait- d'aventure, ouais, quand même, ouais. bah, complètement, oui. Donc C'était voilà, un pour bon les début, quoi. pour c'est les sûr. gens qui connaissent pas, c'est donc dans la catégorie fiction interactive, dans le sens un peu noble, c'est-à-dire on a un mélange d'échanges avec l'ordinateur par l'intermédiaire de phrases, de textes. je pense que les gens savent. Mais ok. En priori, oui, les abonnés de la chaîne, ouais, Ouais, ils doivent les être un jeux peu- d'aventure. ils doivent être un Bon, peu on aware. parle quand même majoritairement de jeux d'aventure, mais bon, Ouais, si vous êtes sur la chaîne de Eric, c'est que vous êtes les, au courant de ce les, que c'est les- que les le amateurs d'arcade sont les bienvenus aussi, bien sûr, mais Ouais. abonnez-vous hein, d'ailleurs. Abonnez-vous. Parce qu'un Appuyez abonnement, sur la cloche. ouais, c'est un bébé phoque de sauver, donc ça vaut Déjà. quand même le coup. Déjà. Donc c'est à vous de voir, hein, c'est voilà. Donc excuse-moi, oui. Non mais Donc SRAM, bah oui, excellent. Et puis Excellent. voilà. Bon, après ouais, donc j'ai commencé à programmer. J'ai D'accord. essayé d'utiliser alors tu sais, la technique de comment on appelle ça, du monkey coding. Genre combien il faudrait de singes, combien il faudra aligner de singes sur des ordinateurs et des claviers pour que en tapant n'importe quoi, ils finissent par rentrer du code qui a du sens. Oula. C'est une théorie, c'est une question, mais Ah je crois que ouais, la question se pose aussi pour les romans. Bref, donc j'ai essayé ça. Au début, je tapais n'importe quoi sur le clavier en me disant, avec du bol, j'arriverais bien à rentrer une séquence qui a du sens. Et en fait, ça n'a jamais marché. Ouais. Donc j'ai fini par ouvrir le manuel et j'ai commencé à taper print, machin et tout. Et je me rappelle, j'ai eu la révélation de ce que c'était que print. Parce que je comprenais pas, je voyais sur tous les programmes des bouquins que j'ai achetés, que mon père m'a acheté et tout, il y avait tout, ça commençait toujours par print, donc je me disais bah print ça doit être la première instruction obligatoire, enfin tu vois le niveau un peu, j'ai démarré de très Bah, très oui, bas, quoi. mais oui, non, mais c'est ça. Ouais. Et j'ai eu la révélation toujours avec mon grand-père, je l'avais accompagné, ou il m'avait accompagné, bref, à la boutique de micro-informatique à Nîmes. Et soudain j'ai réalisé, je sais pas pourquoi, en voyant les ordis, j'ai réalisé que si je mettais print bonjour, ça allait écrire bonjour, quoi. Ouais, bah c'est voilà, c'est L'étincelle. Et là, tu tombes dans un trou noir. Ah ouais, après, Parce qu'une fois que t'as j'ai compris arrêté ça, c'est ouais. ça. J'ai arrêté de parler à mes amis, j'ai arrêté de jouer à des jeux et j'ai essayé de programmer inlassablement, de reprogrammer des jeux jusqu'à ce que je travaille sur Athanor en fait. Non, entre temps, il s'est quand même passé. Ouais, il s'est passé des trucs. Il s'est mais passé bon. pas mal de trucs, ouais, parce que là, donc, Amstrad CPC. Bah, après, du coup, je l'ai revendu Ouais. d'occasion. Pas sur le bon coin, ça n'existait pas. Non. Du coup, C'était iBazar. Ah non, alors iBazar, c'était les petites annonces quoi. c'est l'ancêtre d'eBay en fait, iBazar. C'est ça, Ouais. c'était les annonces locales. Ouais, ouais, 34 bah oui, hebdo, dans Tilt, c'est ça. Ah, 34 hebdo. Ouais. Ouais, enfin, du coup, dans chaque département avait le sien. J'ai acheté un Atari ST d'occasion, ancienne ROM simple face, Ah, qui m'a bien. donc voilà. Ouais. Donc, Quand même, ah ouais, très donc, belle machine. c'est. Ouais, un Atari ST. Ah bah oui, je savais pas ça. J'ai eu un pendant pas mal d'années, Ouais, j'ai eu c'est un vrai. 520 STF. Avec, c'était cool parce qu'il y avait plein de disquettes. Pour la plupart piratées, avec le GFA basique, donc la révélation, le GFA. Ouais. J'ai vraiment GFA commencé basique, le mal nommé, hein, moi je trouve. Comment ça?
Pour moi, Ah, GFA, c'est ouais. tout sauf un basique. En fait, je pense que c'est une question marketing, ça. Faut l'appeler GFA basique, je pense, parce que ça permet de le rendre accessible à tous. Mais En réalité, il était accessible, beaucoup plus accessible Oui. que du Pascal, par exemple. oui, oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va tellement beaucoup plus loin qu'un basique. C'est-à-dire qu'il a, il est à deux doigts d'être un C, mais à mi-chemin avec le Pascal. Donc, mais si tu l'appelles basique, du coup, tu y vas sans a priori. Tu te dis, voilà, et tu peux. C'est vrai. Parce que fait la réflexion. ouais, voilà, c'est ça. Puis bon, le fait est qu'il soit, t'as les compilos, t'as tout ça. Enfin, c'est vraiment, oui, ça a été une vraie. Surtout qu'il y avait vraiment pas grand chose de. Enfin, les basiques avant le GFA sur Atari, pour le coup, étaient assez mauvais, quoi. Ah, j'avais commencé avec le basique livré. Le ST basique, ouais, ouais. sur les disquettes Bon, système. enfin, non, mais dans le cadre d'une initiation, c'est très bien, hein, c'est pas la question, c'est vrai. Et quand même, choc thermique, hein, c'était vraiment de la daube, quoi. Oui. Non, mais je veux dire, si on. Bon, là, t'étais je déjà commençais- passé par une première bécane, donc c'est vrai C'est que ça, t'avais déjà des. je regrettais le basique de l'Amstrad pour le coup, Oui. parce que celui du. Qui lui, en revanche, est très bon. Ouais, en fait, en gros, t'as accès au frame buffer, alors que pas le GFA, le ST basique, celui qui était livré avec, t'étais prisonnier d'une espèce de fenêtre, du coup tout était Ouais, lent ouais, et tout, ouais, enfin, ouais, c'était ouais, insupportable, quoi. Ouais, non, ils ont livré ça a dû être développé à l'arrache Ouais, sur bon, la c'était pour rendre service. fin pour, voilà, Je voyais pour bien rendre l'idée. service, ouais. Mais, d'accord. Donc, Ok. ST, pas mal de GFA et tout, j'ai commencé à bricoler avec, il y avait des instructions de ouf dans le GFA, alors on pouvait pseudo-bliter des blocs de graphique et tout, c'était vraiment sympa, avec les get, les put, ou je sais plus quoi. Ouais. c'était Ah vraiment- ouais, non, c'est vrai que tu peux déjà faire des trucs qui ressemblent vraiment à quelque chose assez rapidement. Moi, j'ai fait pas mal d'outils, oui, avec le GFA. Pour ça, c'était. Bon, l'anecdote d'Eric Chahi est connue de tout le monde maintenant, mais Another World tout a été prototypé en GFA. Donc, ouais, c'est pas pour rien. D'accord, donc un Atari ST, donc ouais, et ensuite J'avais Oh, mon copain d'enfance avec qui je continue d'échanger. Bon, lui, maintenant, il est dans la musique. Ouais. Mais en fait, son père bossait dans une boîte de prod de Montpellier, une boîte de prod vidéo. Et donc, ils avaient, dans toute leur gamme de matériel en vidéo, ils avaient des Amiga, forcément. Ouais. Les boîtes de prod locales de vidéo, ils n'avaient pas forcément le budget pour avoir du matos broadcast de ouf. Et donc le père de mon pote avait ramené un Amiga 500 chez eux, quoi. Donc j'étais fourré chez eux quasiment un week-end sur deux. Et du coup, je découvre avec mon pote, avec fascination, l'Amiga 500 que le père avait ramené. Donc, qui était l'Amiga 500 de sa boîte, de son entreprise, quoi. Avec mes blindés de disquettes, d'outils de prod vidéo, quoi. De prod graphique et tout. Et on passait les dimanches après-midi à dépioter les softs, on comprenait que dalle. Il y avait la moitié qui plantait, enfin, c'était un carnage. C'était vraiment. Je sais pas quel âge on avait, mais 13-14, un truc comme ça. C'était les débuts de l'Amiga, là, ou Ouais, parce que c'était un Amiga en ROM 1.2, donc bon, le 500 c'est pas le premier Amiga, mais c'était Non. probablement les débuts de l'Amiga commercialement parlant en France, en tout cas. C'est le 1000, hein, le premier, c'est ça? Ouais, le 1000, Le 1000. effectivement, et puis commercialement il a été assez limité, je pense, y compris en France. Ouais, Donc, il il y en a un qui magnifique nous Amiga écoute, 1000, là, donc faut pas trop qu'on dise de conneries. Merci à Batman, hein, encore pour les Ah, disquettes ah bah oui, Batman. qui m'avait Salut, gentiment Batman. envoyé il y a l'année dernière, je crois, pour remettre en route un de mes deux Amiga 1000. Je confesse que j'en ai deux. Donc Amiga 500, soft de montage vidéo, etc. Ouais, peut-être pas du montage parce qu'à l'époque ça n'existait pas, mais ouais, des softs de titrage de LuxPaint, forcément. De LuxPaint, Oh, ouais, putain, tout le simplement. temps qu'on a passé sur de LuxPaint. Et donc c'est là que commence ton à un moment envie donné, de faire du graphe aussi. je crois que j'ai toujours aimé dessiner. Mais, dessiner, ouais, mais alors de le basculer sur j'avais commencé sur Atari, ça t'avait pris déjà? En fait, j'avais commencé sur CPC avec OCPR Studio. D'accord. Déjà. Advanced OCPR Studio, que mes parents m'avaient acheté. J'avais trouvé la pub dans un magazine et je dis à mon père, je voudrais ça pour dessiner et tout. Du coup, hop, c'était sympa, ils me l'ont acheté. Je l'ai eu pour Noël. Donc j'ai commencé à faire des graphes sur Advanced OCPR Studio, sur Atari ST, c'était évidemment avec Neochrome, et après Degas Elite. Je sais pas comment on dit, Degas Elite. Enfin, moi, quand j'étais gamin, je savais pas que c'était Degas. Oui, on n'avait pas fait le rapprochement avec le musicien, évidemment. Ouais, c'est ça, le fameux, le grand, et cuisinier aussi. Hein. N'oublions pas sa carrière méconnue. C'est vrai. Un beau persillé de Degas. Spécialiste du homard. Un vrai. Ah ouais, on en parle. Bon,
Et du coup, non, enfin, j'ai continué à dessiner sur. C'est intéressant d'ailleurs, parce que tu vois qu'en fait, même à un niveau gamin comme ça ou ado, remplir un écran 160-200 c'est assez simple. Remplir un écran 320-200 c'est déjà plus le même sport, quoi. Et j'ai réalisé quand j'ai eu l'Atari ST, je me suis dit ah ouais merde, en fait la machine est plus puissante, mais du coup faire des belles images c'est plus compliqué. Ouais, bah oui. Et tu le vois bien dans l'évolution du jeu vidéo, les premiers développeurs qui ont commencé à faire des jeux sur les machines 1632 alors qu'ils venaient des 8 bits, eh ben, au début Ils gardent leur réflexe de 8 bits, quoi. Ouais, puis tu sens qu'ils n'étaient pas trop à l'aise, l'anti-alias qu'est-ce que c'est, machin, enfin c'est vachement... J'adore toute cette période des premiers jeux Amiga où il y a rien qui est anti-aliasé en fait. C'est que du pixel brut, on dirait quasiment de l'acrylique sur une toile, tu vois, enfin j'aime bien cette époque-là, quoi. Donc du coup, à force de tanner mes parents, on a revendu le ST. Je salue d'ailleurs l'acheteur du ST parce que c'était déjà une machine d'occasion et quand je l'ai revendu, il était tout pourri, il marchait quasiment plus. Probablement qu'on a escroqué un pauvre gars. Et puis j'ai acheté un Amiga et après c'est la folie, quoi. Donc là t'es au début du lycée? Ouais, c'est ça, j'étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée. Quand j'ai eu j'étais fin collège, début lycée. L'Amiga a été quand même le sponsor officiel de mon redoublement en dernière année. Ah d'accord, donc c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, toi t'arrives un peu à concilier les deux, parce que moi j'ai lamentablement échoué. C'est impossible. Mais ouais, d'accord. Ok. Donc toi aussi, ça a un impact franc, massif sur ta ouais, scolarité. Ouais, direct. C'est rigolo. Ouais. Bah ouais. Mais j'ai quand même réussi à continuer, je suis allé jusqu'au bac. Mais c'est un peu grâce à ça que vous avez des graphes aussi beaux sur Athanor, hein. C'est grâce à ce redoublement. Je pense, j'ai redoublé 2 fois dans ma vie, effectivement. Ouais, voilà, donc... Mais non, c'était cool, et puis c'est l'époque où j'avais acheté le Stos sur Atari ST, et forcément quand l'Amos est sorti, tout de suite j'ai demandé la disquette de démo, je l'ai retrouvé, de la disquette de démo d'ailleurs. Enfin, pas l'original que j'avais à l'époque, parce que je suis pas très bon pour conserver les trucs, mais je l'ai reacheté sur internet. Et du coup, putain, la mouse basique, truc de fou, quoi. Ouais, bah aussi, oui, voilà, c'est vrai qu'il y avait le GFA, la MOS, enfin, sur Atari, GFA, Stos, et il y en avait l'Omicron aussi, qui était, il y avait, c'était 3, quoi, vraiment. Et sur Amiga, alors sur Amiga pour le coup, le GFA n'en a pas. C'est vrai que c'était plutôt la MOS, parce que le GFA n'a pas percé sur Amiga. Hein. Ouais, alors les explications, c'est qu'il est arrivé un peu trop tard. Voilà, ouais, probablement. A priori, ils ont sous-traité le portage. Et les premières versions, elles étaient buggées jusqu'à l'os. Ouais, je sais même pas s'il y a un compilo qui marche vraiment. Il doit y avoir un compilo, mais bon, c'est pas fiable, quoi. On peut pas s'appuyer. On peut pas s'appuyer sur le GFA sur Amiga pour faire un début de truc, quoi. Non, puis pour reprendre les termes qu'on entend aujourd'hui, il n'y avait pas d'écosystème. Ouais. Bah oui, non. Bah... Alors qu'en Amos, il y avait un écosystème. Non, mais c'est vrai, il y avait plein de développeurs, plein de gens qui faisaient des trucs. Il y avait plein de mises à jour. Enfin, c'était. La MOS dont on parle encore, hein, toujours, parce que François continue, l'aventure de la MOS continue. C'est génial, hein, c'est génial. Par Laurent Val d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, j'en reparlerai tout à l'heure, mais probablement que mon premier boulot officiel dans le jeu vidéo, c'est encore une fois grâce à François Lyonnais, quoi, indirectement. Parce qu'en fait, il a, moi, éveillé chez toi. Mais chez plein de gens que je connais, mon collègue de boulot, qui est le lead dev de la boîte où on bosse aujourd'hui, il a fait ses premières armes de développement game dev sur Amos, quoi. Bon, lui après il est passé à l'assembleur, machin. Moi je suis resté toujours au niveau basique. Non mais c'est. Mais ouais, c'est intéressant. Ouais. Bah, j'en parlais dans la vidéo précédente. Moi c'est parce que c'est grâce au jeu Driver sur Auric, la MOS, parce que c'est lui qui a fait Driver aussi sur Auric. Je pense qu'on peut pas penser cette période de la micro-informatique et de l'impact que ça a eu sans imaginer l'impact qu'a eu le Stos, la MOS. Et je pense que c'est intimement lié à la personnalité de François Lyonnais. Je l'ai rencontré juste une seule fois. À l'époque où il habitait Montpellier, on s'était fait un resto. Et c'est un mec il a une énergie, mais c'est monstrueux. C'est un réacteur nucléaire, quoi. Donc je pense que c'est par hasard s'il a réussi à faire la MOS, etc. Enfin bref. Ok, donc on voit bien déjà une programmation, graphe. Et donc là, tu quittes le lycée
Et t'attaques. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais devenir, je voulais travailler dans le jeu vidéo. Donc on est en 90, 91. Ouais. Et donc j'en parle à ma tante, la sœur de ma mère, et puis elle me dit, bah, ok, je vais me renseigner. Elle habitait Paris, moi j'étais pas à Paris du tout, quoi. J'étais en province. Il fallait faire le 16 et tout. Mhm. Et du coup, du coup, elle me dit, bah écoute, il n'y a pas d'école de jeux vidéo, ça n'existe pas. Donc si tu veux faire de l'infographie, il faut que tu fasses d'abord des études, enfin, dans l'ordre que tu veux, mais il faut que tu fasses des études d'art plastique et d'informatique. Et donc Ouais. je commence à me rencarder en étant en fin lycée sur comment on fait pour faire des études d'informatique. Bon, ok, DUT, ça a l'air pas mal. Comment on fait pour faire des études d'art plastique, bon, BTS, Beaux-Arts et tout. Et du coup, j'ai un peu lancé des perches un peu dans tous les sens. Et le truc qui a répondu tout de suite, c'était l'IUT informatique de Paris, Mhm. à l'université, enfin dans l'avenue avenue Descartes, dans le 16e, je crois. Et du coup, je me suis retrouvé à Paris l'année d'après. J'ai eu beaucoup de chance parce que dans la famille, on avait un tout petit logement dans Paris. Enfin, Ouais. un beau logement maintenant pour les standards d'aujourd'hui. Ouais, C'est un super ouais. logement. Et donc j'ai pu pendant 2 ans rester à Paris sans me ruiner et Faire, faire tes des 2 études années. d'informatique. Ouais. D'accord. Et la révélation, quoi. C'était génial parce que ouais, donc on devait être en 92, je crois, 92, 93. Et là, au programme, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'était que du gros système. Donc D'accord. genre, Ah ouais. un genre d'AS400 là, une espèce de Ah ouais. grosses tours IBM qui font 2 mètres de haut, un énorme machin, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu touches même pas en fait, il est dans une pièce réfrigérée. Et j'ai fait la connaissance d'un truc qu'on appelle qu'on appelait les terminaux passifs. Donc en gros, le Minitel en Les fait, terminaux passifs. Voilà, le Minitel c'est un terminal passif. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de logique dedans pour que tu puisses avoir un échange interactif avec le terminal en lui-même. Quand tu branches un Minitel, que tu l'allumes, même s'il n'est pas relié au réseau RTC, tu peux taper des trucs sur le clavier, tu peux appuyer sur Entrée, mais ça va pas plus loin parce que la logique elle est très limitée. Sauf que tu peux aussi lui balancer des trucs par le C'est ça, port. tout à fait. Tu Moi, peux je m'en envoyer servais des pour commandes. débugger sur mon Atari. Je branchais un Minitel et ça me servait de terminal pour débugger, quoi. Je Alors, balançais je en pense qu'il série. faut que tu fasses une vidéo là-dessus. Et d'ailleurs, il a longtemps été là, juste à côté. Bon, ils sont là maintenant et je l'ai remis en route là et c'est génial, quoi. Tu peux pour débugger en temps réel, tu balances des infos et c'est quand même vachement utile. Ce serait marrant. Enfin, Donc ça sans plaisanter. Hein. ouais, Si t'es ouais. motivé un jour pour faire une vidéo de 5 minutes là-dessus, je pense qu'il y a des gens Ah oui, qui seraient oui, au taquet. on peut faire ça, ouais, Y compris s'ils sont encore en vie, les inventeurs du Minitel, à mon avis, ils hallucineraient complètement. Mais Bref. et les langages ou Ouais, bah alors c'était Pascal. ouais. Grosse initiation sur Pascal. Bon, moi je trouvais que c'était un langage sympa. Du C évidemment. Donc j'ai appris le C à l'IUT, quoi. Et un peu de C++, mais là j'ai moins pratiqué. Ce qui est cool, c'est que sur l'Amiga, j'avais tous ces langages. On a fait du COBOL aussi, du Fortran. C'était l'informatique de gestion de l'époque, quoi, dans les années 90. Tu étais déjà familiarisé un peu avec déjà si tu avais fait du C sur l'Amiga? Non, justement, en fait, non, sur mon Amiga, j'avais fait que du basique. Donc j'arrive à l'IUT en ayant un bagage un peu supérieur à une grosse majorité de la promo, mais il y avait des mecs qui avaient déjà fait du C avant, quoi. Mais ouais, malgré tout, ça aide en fait. Toutes ces années à en avoir chié à faire des algos, algos pourris sur mon Amiga en Amos et tout, ça m'a vachement aidé. Et donc, c'est cool, ouais, parce que je le sais, j'ai bien accroché, c'était un super langage. Et on a fait un peu d'assembleur aussi, tout ça c'était chouette, quoi. J'ai fait un peu d'assembleur 68040 sur le mainframe, c'était marrant. Et là, stage ouais, alors en même temps, je commence à préparer la suite. Du coup, je commence à me rencarder sur comment faire pour rentrer aux Beaux-Arts. Et en même temps, effectivement, je me dis, je suis à Paris, l'été, j'ai rien à faire. Ici, j'essaie de à la fin de ton DUT, donc même à la fin de la première année de l'IUT, en fait. T'avais possibilité j'ai commencé à envoyer des courriers. Des courriers, j'allais dire des mails, mais des courriers à des entreprises du jeu vidéo, parce que j'étais sur Paris. Donc, j'écris à Loriciel, j'écris à Silmarils, et puis une troisième boîte, je sais plus lesquelles, j'ai oublié. Et je reçois un coup de fil de Loriciel, et une réponse de Silmarils, quoi. Et du coup, Silmarils, je me sentais plus en phase avec ce qu'ils faisaient, et je fais un peu ma diva, entre guillemets, donc je suis allé chez Silmarils pour mon stage. Donc.
Et, Donc c'était un stage de fin de première année. Ouais, en fait, c'était même pas obligatoire. Tu faisais un stage si tu voulais, mais si D'accord. tu voulais passer, Si tu trouvais quoi, tu si tu voulais pouvais. passer l'été à glander, tu pouvais. C'est juste que moi, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Enfin, Ouais, tu te ouais, présenteras bah pas oui. deux fois d'avoir un pied à terre à Paris et d'être capable d'aller bosser dans une boîte comme ça. Et donc, encore une fois, Amos Basique, François Lyonnais, merci. Je prépare une disquette en fait. C'est d'ailleurs comme ça en fait que j'ai eu une réponse de Silmarils et de Loriciel. J'ai préparé une disquette, j'ai pas fait qu'envoyer une lettre, qui était un genre de démo reel, ce qu'on appelle aujourd'hui un démo reel. C'est-à-dire que tu fais une vidéo où tu mets un peu un montage de tous tes meilleurs travaux. Et tous les trucs que j'avais passé des années à faire, à bricoler, que ce soit en pixel art, que ce soit en code et tout, j'ai foutu tout ça dans une grosse séquence Amos. J'ai mis ça sur une disquette qui boot toute seule et pif, j'avais mon démo reel quoi. D'accord. Et en fait, alors c'est con parce que cette disquette je l'ai plus. Et j'ai essayé de contacter le boss de Silmarils de l'époque, Louis-Marie Roch. J'ai pas de réponse. À la limite, il faudrait que je prenne mon téléphone et que je l'appelle. À mon avis, je l'aurai tout de suite. Et je me demandais à tout hasard s'ils avaient pas. Quoi. Ça m'étonnerait qu'ils aient gardé la disquette. Disais, Mais on sait jamais si on tombe sur un archiveur fou. Ouais. Tu sais, le mec il a tout quoi. Ce serait quand même serait bon. sacrément bon qu'ils aient gardé ça. Du coup, entretien d'embauche, entre guillemets embauche parce que c'était que pour un stage. Mais donc je me retrouve en face des deux frères Roch, André et Louis-Marie. Ouais. Et ça se passe bien. Bon voilà, de toute façon c'était un stage pour eux, il n'y avait pas d'enjeu. Tu viens, de toute façon c'était pas payé. Si tu fais de la merde, c'est chiant, mais c'est pas horrible. C'était quoi le thème un peu du stage C'était du graphe. Ah oui, alors c'était ça qui était marrant, c'est que j'étais en IUT informatique, mais en fait ils m'ont recruté. C'était le pour graphe du qui les intéressait, Ouais. d'accord. Et c'était que tu te souviens des jeux qu'il y avait en À l'époque, développement ils étaient en train de finir Ishard 3. Au moment où je passe l'entretien, ils étaient en train de boucler Ishard 3. Ishard 3, ouais. Sur PC, hein. Le jeu il le faisait sur PC, après il le déclinait sur les autres plateformes. La lead machine, la lead version c'était le PC à l'époque. Et du coup, on discute, machin. Et puis André Roch me demande plein de fois, à plusieurs reprises, le peu de temps que j'ai passé avec eux. Mais vous faites de la 3D, tout ça. Et moi je faisais un peu de 3D, de Sculpt 3D sur Amiga. Donc Sculpt 3D c'est en gros un des premiers retraceurs utilisables sur Amiga. Où la moindre sphère à te mettre. Là on est en 93 quoi, quelque chose Ouais, comme on est ça. en 93, ouais. D'accord. Moi j'avais un Amiga 500, on parle d'un 68 000 à 7 MHz. Donc tu filais ça à retracer un 68 000, au bout d'une heure tu avais un début d'image. Mais c'était une lenteur épouvantable. Donc j'avais quelques expérimentations, celles-là je les ai encore d'ailleurs, c'est cool. Que j'avais en tête, mais je les avais même pas mis sur ma démo reel parce que c'était du retrace très pauvre quoi. Ouais. Et donc je dis bah non, j'ai pas le matériel, moi j'ai un Amiga 500, on peut pas trop faire de 3D tout ça, donc bon bref on n'en parle plus. Et donc je continue mon année scolaire, je termine ma première année scolaire, arrive le moment du stage. Donc j'arrive en me disant bah je vais faire du Deluxe Paint, cool et tout, tranquille, et au moment où j'arrive ils me disent... Oui parce que le rendez-vous tu l'as eu 3-4 mois avant le début du stage, d'accord. Ouais, tout à fait. Et donc 4 mois après j'arrive, le stage débute et ils me disent ouais alors ça a complètement changé, le pixel art on n'en fait plus. On vient de finir Ishard 3, le jeu il est dans la boîte, version PC disquette. Maintenant on bosse sur la version CD-ROM et donc on voudrait, pour remplir le CD-ROM et justifier le support, on voudrait une intro 3D. Quoi. Donc moi cinématique, j'arrive, une cinématique. Ouais. Donc j'arrive, je suis stagiaire, ils me filent un PC, un DX400 et ils me disent bon bah voilà, il y a Pascal Heinzweiler qui était le lead graphiste de la plupart des jeux, la série Ishard. de Ishard notamment, qui avait commencé à modéliser un château, une espèce de château un peu dans un style médiéval, du haut Moyen-Âge, quoi. Et puis il me file tout ça, il me montre 3D Studio, il me dit voilà, t'as 3D Studio, voilà quoi. D'accord. Donc j'ai fait ok. Ah ouais, donc passer de Sculpt 3D à 3DS. Ouais, c'est ça, 3D Studio. Studio, donc c'était 3D Studio 3, je crois. Hein. Ouais. Et donc ça a été un super stage. J'ai passé 3 mois à bosser comme un dingue sur 3D Studio. C'était l'original, donc ils avaient la doc. Donc du coup, dès que j'avais un problème. C'était intéressant parce que tu te formais mortel, aussi en même temps. En fait, il faut comprendre ce que c'était 3D Studio à l'époque. En gros, le gros du marché des soft 3D, c'était des retraceurs. Donc le retrace, c'est un algo qui est extrêmement lent, compliqué, parce qu'on va demander au CPU de parcourir des listes de polygones qui peuvent facilement atteindre le millier. À cette époque, on est sur du millier de polygones. Donc c'est très lent en fait. Et 3D Studio, les mecs avaient été très intelligents parce qu'il n'y avait pas de retrace dans 3D Studio. Ils faisaient des images de synthèse sans retracing.
Ils avaient toute une technique, ils avaient du scanline, donc en gros, ils prenaient la liste des polis et les dessinaient dans l'ordre, comme ferait une Nintendo DS, tu vois, à peu près. Et enfin, tu connais tout ça, je te dis ça, mais tu connais. Non, mais... Et ils avaient donc ce qui est maintenant est devenu le standard du temps réel, c'est les shadow maps. Donc en gros, c'est un espèce de buffer intermédiaire pris du point de vue de la lampe. Et donc ce buffer intermédiaire permet de calculer des ombres qui sont à la fois très rapides à calculer, parce que le ray trace c'était d'une lenteur épouvantable, donc c'était pas viable en prod en fait. Tu pouvais pas faire de la prod en ray tracing à l'époque, c'était pas possible. Et donc 3D Studio arrive sur le marché avec des shadow maps, donc des ombres très rapides à calculer. Et comme c'est du bitmap, en fait, le buffer intermédiaire c'est du bitmap, du coup il était obligé de faire un espèce de lissage. Et du coup ça fait un truc encore plus fou, ça fait des ombres douces. Et en fait, personne n'avait jamais vu ça dans l'image de synthèse à cette époque. Des ombres douces, c'était impossible à calculer. En ray trace, il fallait des semaines pour calculer une image avec des ombres douces. Et donc ça, en fait, 3D Studio a complètement révolutionné l'industrie du jeu vidéo, alors notamment avec Cryo, parce que ça a rendu possible la réalisation de séquences de cinématiques et puis même de séquences de jeu, hein, avec une qualité d'image et un réalisme qui était complètement nouveau, quoi, et qui était très accessible et qui permettait de faire de la prod. Et du coup, moi j'ai expérimenté ça dans ce stage-là, en fait, où j'ai pas en tête la durée de l'intro de Witcher 3, mais en gros, quand je suis parti, quand je leur ai dit au revoir, l'intro elle était livrée complète. Ils ont pris mon fichier, c'était un FLC, FLC, enfin, le standard de l'époque, et ils l'ont foutu tel quel sur le CD-ROM avec une routine, même pas routine de compressé, replay. rien, Si, compressé, mais c'était la compression FLI, FLC, le standard d'Autodesk. au format, mais pas de compression maison. Non, je crois pas qu'à l'époque ils avaient développé. En fait, ils avaient un de leurs développeurs, Jean-François Trévien, je crois, qui travaillait lui sur les routines de décompression de lecture du FLC FLI, notamment sur Falcon. Il bossait sur le portage Falcon de leur jeu d'après, en fait, qui était un jeu de survie. Mais Robinson Requiem, c'est ça exactement. Et donc vraiment 3D Studio pour moi méga révélation, quoi. Et je me suis dit ok, la 3D. Il n'y avait pas Maya, je crois, encore à l'époque, c'est arrivé un petit peu après. À mon avis, bien après. En fait, moi de mémoire chez Cryo, les mecs aimaient bien faire leur modélisation avec Maya et faire le rendu sur Max. Ouais. Si jamais je me souviens bien des choses. En fait, ça lui arrivait 3 ans. À mon avis, assez vite. Je sais plus, mais parce que Maya était un sacré. Ah, c'était un gros morceau, ouais. Un sacré truc aussi. Mais les mêmes types d'algo, quoi. Et donc, c'était une super expérience chez Silmarils. En fait, c'est intéressant, dans un des sujets qui était diffusé par Arte, dans la série à laquelle tu as participé, sur les darons du jeu vidéo, on entend Philippe Ulrich dire que le jeu vidéo français, la French Touch notamment, doit possiblement son identité en termes d'esthétique, d'univers, au substrat de bande dessinée dans lequel les développeurs français, les créateurs français ont baigné de toute façon, parce qu'en France, avec la proximité de la Belgique, on est dans de la BD, quoi. Depuis qu'on est gamin, on bouffe de la BD, Astérix, Lucky Luke, jusqu'à des choses beaucoup plus élaborées. Et en fait, ça me paraît évident, mais Silmarils, ils avaient développé quelques années avant un jeu qui s'appelait Transantarctica, ou Transarctica, je ne me rappelle plus, qui en gros, Transarctica, hein, c'est ça. C'est un espèce de jeu pas de jeu de survie, un jeu de gestion où tu gères un train qui est une espèce d'air glaciaire non sur la non jaquette daté. D'ailleurs, un train SF c'est très... ça, illustration de Rodney Matthews, grand illustrateur magnifique. britannique de science-fiction, de fantasy. Et dans la bibliothèque de Silmarils, à laquelle j'ai passé pas mal de temps, en gros, je lançais des rendus dans 3D Studio, et 3D Studio avait beau être rapide, les rendus, tu les attendais quand même un peu, quoi. Donc pendant que ça renderisait, j'allais me caler à côté de la bibliothèque, et puis je farfouillais dedans, et j'ai trouvé donc La Compagnie des Glaces, qu'on appelle maintenant le transpersonnage, qui a été adapté au cinéma, en série Netflix, etc. Et donc en fait, dans les BD, dans le stock de BD de Silmarils, il y avait La Compagnie des Glaces qui a inspiré, à mon avis, plus ou moins librement, enfin dont ils se sont inspirés plus ou moins librement pour faire Transarctica, quoi. Et donc on sacré BD, ça. Carrément. Je sais plus combien il y a de tomes, mais il y a combien, une bonne dizaine de tomes là, je sais pas, moi j'ai l'intégrale, c'est un gros pavé comme as, mais je saurais pas dire en combien de. Mais ouais, c'est assez découpé. J'en ai lu quelques-uns, mais j'ai pas dû lire l'intégrale. C'était fou, je me rappelle, c'était fou avec cette histoire d'une matrice de viande. Les mecs fabriquent de la viande de synthèse dans laquelle ils viennent découper des bouts, ça repousse et tout. Enfin, le mec était visionnaire, quoi. Et ils avaient aussi les BD de
François Skuten, Peter C. Skuten, dont notamment La fièvre d'Urbicande et tout. Enfin, on voyait que la BD, ça alimentait leur univers et leur imaginaire, quoi. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Donc, Silmarils, très belle boîte. Belle ambiance, des gens vraiment... Enfin, c'était chouette, quoi. C'était où? C'était dans Paris même? Ils étaient à Logne, hein. Ils sont d'ailleurs, les frères Rock sont toujours à Logne. Bah, pas très loin de chez Disney, quoi. D'accord, donc là tu termines ton année, donc le stage concluait la première année, quoi, en fait. Ouais, et au final, j'ai été payé, en fait. Ils m'ont dit, ok, bah, ils m'ont envoyé un modèle de facture. Ils m'ont dit, tu réécris cette facture, tu nous l'envoies, et c'était pour leur compta, quoi. Et du coup, j'ai été payé pour cette intro de Ishar qu'ils ont intégré dans le jeu sans rien toucher. Donc, Facture collector, donc, que t'as ouais, gardé. je l'ai gardé. Ouais. L'autre jour, je suis retombé dessus, j'étais là. Alors, le truc qui est un peu triste, c'est que, entre guillemets, c'est que j'ai pas mon nom dans les crédits du jeu. Et donc dans Moby Games, quand tu vas sur Moby Games Ishar 3, ben, il y a le liste du staff, donc des gens avec qui que j'ai côtoyé, mais il n'y a pas mon nom. Parce que je pense que le jeu existait tel quel en fait dans la version disquette, et ils ont pas, à mon avis ils n'ont pas voulu retoucher, Ouais, sources et tout, relancer et recompiler tout tout pour... péter le master juste pour rajouter le nom d'un obscur stagiaire, et je comprends tout à fait. Mais donc du coup ce que j'ai fait, j'ai envoyé une copie de la facture aux gens de non. Ouais, c'est ça. J'ai envoyé ça à Brigitte Macron. Et du coup, j'ai envoyé ça au mec de Moby Games avec toute une argumentation en disant oui, à telle époque et tout. Enfin, j'ai essayé de rassembler un maximum de pièces pour dire s'il vous plaît, rajoutez-moi dans les crédits de la page Moby Games, comme ça. Ils ont... Pour l'instant, C'est récent, ça? Ouais, c'est récent. Ah, d'accord. C'est récent. Puis alors, Moby Games, ils ont un ça... backlog. Ouais. Alors, ils ont un backlog de 6 mois sur les jeux PC, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, j'imagine. Donc, d'accord. Voilà. Bon, Enfin, premier contact, je pourrais vraiment. en parler pendant des heures, mais on va pas faire ça. Mais non, c'était vraiment très chouette. Je me rappelle juste d'une anecdote. Ils avaient un musicien qui était développeur aussi, qui s'appelait Fabrice Hautecloque. Et il faisait quasiment toutes les musiques des jeux Silmarils. Ouais. Et il faisait les portages, en fait, vers l'Amiga. Le mec, c'était un Amiga fan comme moi, quoi. Et il était en train de bosser sur le master de la version anglaise de Robinson Requiem. Ouais. Ou Ishar, je sais plus, Ishar 3 ou Robinson Requiem, je sais plus. Et il avait une modif à faire de dernière minute. Et du coup, c'était tellement long de tout recompiler le jeu, refaire la protection, les trucs, les machins et tout, qu'il est parti du master qui était prêt à shipper, en fait, prêt à expédier à l'Angleterre, du master Amiga. Il a déplombé lui-même, comme c'était eux qui faisaient les protections, ils savaient où était la protection, il a déplombé, il a hacké les fichiers binaires vite fait pour corriger le truc, et il l'a expédié comme ça. Donc en gros, la version alors je sais plus si c'est Ishar ou Robinson Requiem, mais Amiga britannique, elle n'était pas protégée contre la copie. Donc ils ont vendu une version qui n'était pas protégée, sachant que de toute façon elle aurait été craquée dans la semaine. Ils se sont dit, allez, vu la part de marché, le marché Amiga commençait à décliner, donc ils ont estimé que c'était ça ou rater une fenêtre. Ouais. Bon, super intéressant tout ça. Donc là, et donc à l'issue de cette première année, alors, tu fais quoi? Tu rentres aux Beaux-Arts ou... Non, du coup j'empile sur la deuxième année IUT informatique, donc pareil, super intéressant. Avec un copain, on était à fond sur la 3D, un copain d'IUT, on s'était 2 années de suite. Oui, du coup, ça t'avait mis le pied à l'étrier sur la 3D. Complètement. Chez Silmarils, ils fabriquaient des séquences un peu inspirées de ce que vous faisiez, ce qui était fait chez Cryo, quoi. À savoir des cinématiques assez costauds en 3DS et tout, donc c'était vraiment chouette. Donc du coup, j'enchaîne et je me prépare à mon stage pour celui-là obligatoire de deuxième année d'IUT. De fin de deuxième année. Et là, cette fois-ci, faire de la 3D, c'était plus possible, il fallait que ce soit du code, quoi. Il fallait que je trouve un poste de développeur. Donc je commence à faire le tour des boîtes, j'ai trouvé plein de boîtes, pas forcément de jeux vidéo. J'ai même passé un entretien à la réunion des musées nationaux. Ils voulaient me faire bosser sur un truc de base de données et tout ça. Moi, je pense que je me serais un peu ennuyé. Par chance, ils m'ont pas pris. Et j'ai écrit à Microhit. Ouais. Donc j'ai refait une petite démo reel, cette fois-ci écrite en Blitz basique, avec des algos un peu plus balèzes et tout, machin. Je leur ai envoyé ça, pas de réponse. Je finis par appeler. Et j'ai une des nanas au téléphone de la RH, et elle me dit ah bah oui, je vois votre CV, il est sous la pile. Bon, je le remets au-dessus. Du coup, elle le remet au-dessus, puis 2-3 jours après, le patron, Graciano, accepte de me rencontrer, et du coup, je vais passer mon entretien là-bas. Donc, entretien de merde, je raconte n'importe quoi, je suis pas du tout à l'aise, enfin la cata absolue, quoi. Et ils me prennent.
Ouais, donc, bon, bah, non, c'était plutôt... Oui, toi, ton impression, c'était que c'est pas... Ouais, c'est souvent ça. C'est souvent ça, ouais, des voilà, fois, c'est les ça. entretiens, tu dis, ah putain, j'ai tout pété et tout. En fait, t'as jamais de nouvelles, puis des fois, t'as l'impression que t'as fait de la merde, et en fait, non. Donc là, pareil, un stage de Eh ben, 3 mois, 4 mois. En fait, j'étais parti sur un stage, et puis du coup, comme ça matchait vraiment bien, ils m'ont fait un CDD. Donc au final, j'ai été plutôt bien payé en CDD et tout. Et, Ouais. alors j'ai travaillé toujours sur un jeu MS-DOS, c'était sur Fort Boyard. Ouais. Par ici. Salut à toi, noble étranger. Salut, il est pas là le petit nain? Non, Parce que d'habitude Ils adaptaient en fait la licence Fort Boyard en 2 versions, une version jeu, une espèce de collection de minigames, donc c'était Fort Boyard le défi, et c'est celui-là sur lequel j'ai travaillé. Et ils avaient à côté une version qui était plus aventure, qui s'appelait Fort Boyard l'aventure. D'accord. Qui était en gros un enchaînement de séquences vidéo, pareil en mode un peu interactif, quoi. Toujours du CD-ROM. Et donc c'est vachement intéressant parce que déjà belle boîte, grosse boîte, des gens avec des super parcours. Donc quand je discutais avec les autres, les gens de chez les permanents de chez Microïd, c'était hyper intéressant. T'as dû croiser 2 de mes anciens collègues et amis, Ouais. Franck Quérault et Nicolas Gohin, Tout à fait, ouais. probablement. Nicolas Ouais. Gohin, je m'en rappelle. Je Nicolas me rappelle Gohin qui clairement. devait être, je crois, responsable du service technique, il me semble, ou un truc comme Je ça. me rappelle d'une période, d'un moment où, en plein milieu du dev de Fort Boyard l'aventure, non, c'était même l'autre, c'était le défi, celui sur lequel on bossait. Le lead dev commence à gueuler que les fichiers disparaissent les uns derrière les autres du réseau, parce qu'en fait, il y avait un réseau Novell en token ring, le début du réseau. Novel. Oh la vache. Et donc Jean-Paul Marie, donc le chef de projet lead dev de Fort Boyard, dit il y a un truc qui va pas, les fichiers disparaissent. Et en fait c'était un des gars qui s'occupait de l'acquisition des séquences vidéo, qui venait en fait de la prod de Fort Boyard, qui était en train de faire du ménage, mais il s'était planté de dossier, et au lieu de faire du ménage dans les acquisitions à foutre à la poubelle, Waouh. il faisait du ménage dans les fichiers du jeu, quoi. Et du coup, je me rappelle d'une réunion téléphonique, notamment avec Nicolas Gohin, où ils ont appelé Novell, et ils leur ont dit, bah on a un problème, on a un gars qui a effacé les fichiers, comment on fait pour les revoir, quoi. Et donc je crois qu'ils les ont jamais récupérés, c'était ça Wow. la teneur du call, mais c'était marrant, enfin c'était marrant à voir de l'extérieur, je pense qu'ils ont dû passer un mauvais moment. Et donc c'était très chouette, en fait j'ai fait du C, un peu d'assembleur, parce que c'était la première version du framework en mémoire protégée MS-DOS. Donc, je me rappelle même plus vraiment, mais c'était un système qui permettait d'avoir de la mémoire linéaire, je crois, sur MS-DOS et non pas des pages. Ouais. Ah, ça a été une révolution, ça, parce que ça a simplifié pas mal de trucs, ouais. Et donc Jean-Paul D'accord. Marie, en fait, avait développé un framework complet de développement de jeu qui n'avait jamais été testé. Donc moi, j'ai implémenté les différentes épreuves. Enfin, j'ai commencé à implémenter des épreuves du jeu. Et puis je tombais sur des bugs, donc je lui disais je pense que j'ai un bug, alors il me disait ouais ok prouve-le. Donc du coup j'allais sous débuggers, et puis je disais là c'est bizarre, on récupère ça, et ça sort ça, c'est pas normal. Il me disait ah ouais t'as raison. Donc il corrigeait le bug, et hop j'enchaînais tout ça. D'accord. Et donc c'était vraiment hyper enrichissant. Arrivé un moment où le CES est arrivé, ça devait être le CES, je sais plus, enfin bref, Ouais. une grosse convention. Las Vegas. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, où c'était aux États-Unis, quoi. Donc le responsable directeur commercial de Silmarils part avec une preview de Fort Boyard le défi sous le bras. Donc il prend l'avion et pour l'installer sur le PC, les PC du stand qu'ils avaient au CES, quoi. Et ou le 3, je saurais pas dire en fait. Et, Ah oui. Donc là, c'était gros enjeux quand même. Et le 3, quand est-ce que ça a commencé? Et donc comme le directeur commercial était parti aux États-Unis, le chef de projet dit bon bah de toute façon il va rien se passer pendant 3 jours, je prends quelques jours de congé. Donc je me retrouve tout seul à bosser sur Fort Boyard, j'enchaîne mes trucs et tout, puis le boss vient me voir et me dit bah il y a un problème, le jeu démarre pas. Sauf que le jeu démarre pas aux États-Unis, avec 8 heures de décalage, et le directeur commercial qui lui est bien emmerdé parce qu'il faut qu'il fasse sa démo, quoi. Donc je dis bah ouais c'est bizarre, moi chez moi ça marche. Voilà. Donc ok, donc on court dans les locaux de Microïd pour trouver une bécane qui a le même problème que la machine de démo qui est au salon.
qu'en gros, les moyens de communication à cette époque, c'était le fax, quoi. Fax et téléphone, hein, évidemment, on ne pouvait pas envoyer de fichiers. Monter une ligne avec un modem, ça aurait été probablement faisable, mais bon, pas dans ces délais-là, quoi. Et donc, coup de bol, la machine du boss, dans son bureau, elle avait le même problème. Donc, je m'installe dans le bureau. Donc, qui n'avait pas été vu, donc du coup. Bah non, on n'avait rien vu, quoi. Donc, je dis ok. Donc, je finis par comprendre ce qui va pas. En fait, c'était en gros la routine de lecture du fichier config qui permettait de dire au jeu, bah, les assets sont là, machin, enfin, tous les chemins et la config du jeu. La routine de lecture du fichier CFG était pétée et s'il y avait des espaces ou des retours chariots, ça tapait n'importe où, quoi. Mais on s'en était pas aperçu. Donc je rédige une série d'instructions. En gros, il fallait recréer le fichier config de zéro, quoi, pour être sûr qu'il soit propre. Et donc je crée une liste d'instructions qu'on envoie par fax au responsable commercial qui recrée le fichier config et paf, le jeu démarre. Et donc le chef de projet revient de ses vacances et me dit ah oui, effectivement, il y avait un problème dans la routine. Ah oui. Bon. Ouais. Donc bon, bah c'est bien. C'était sympa, c'était cool. T'as pu être réactif et tout sur le ça. truc. Ils étaient, j'imagine, assez. Ouais. Donc ça, c'est plutôt en milieu de stage, c'était un CDD là. Ouais, c'est ça. C'était, je devais être. Ouais, je crois qu'ils ont enchaîné assez rapidement sur un CDD. Et donc j'en ai profité pour passer commencer à préparer des concours des Beaux-Arts. D'accord. Et donc j'ai mon oncle qui est peintre et qui était lui-même prof aux Beaux-Arts de Nîmes et qui me dit va voir aux Beaux-Arts d'Orléans parce que c'est plutôt une bonne école, pas trop artiste mais plutôt orienté à appliquer, probablement que ça va le faire. Du coup, en même temps que je bossais chez Microids, j'ai préparé le concours des Beaux-Arts et je l'ai passé à ce moment-là, puis du coup j'ai été pris. Wow, donc super. après j'ai enchaîné sur 4 ans de Beaux-Arts. Ah ouais. Oui, donc là on est en 93. 95 je pense, parce que 95, en fait je me rappelle que chez Microids on avait reçu les premières bêtas de Windows 95. Donc là tu étais vraiment motivé pour faire les Beaux-Arts, tu serais pas resté chez Microids par exemple Ah ça c'est intéressant, c'est une bonne question. À la fin de mon stage chez Silmarils, je m'aperçois qu'en fait le stage dure une semaine de plus que je pensais. Ouais. Donc évidemment avec mon humidité mal placée, je vais voir le boss de Silmarils et je lui dis je suis désolé, vous allez m'avoir sur le dos une semaine de plus. Est-ce que c'est un problème? Et il me dit oh non. Il me dit par contre tu veux bosser pour nous? Et donc en gros il me propose de m'embaucher, quoi. Ouais. Donc je dis moi j'avais en tête de finir au moins mon IUT, donc je dis comme ça je pense pas, je vais quand même finir mes études et tout. Il me dit réfléchis-y. Je rentre le soir à la maison, j'appelle ma mère. Et elle me dit mais il faut surtout pas accepter, il faut que tu aies des diplômes pour réussir dans la vie, blablabla. Bon, forcément. Une mère, quoi. Forcément, oui. Donc j'étais un peu dans ce mindset là, ce qui fait que chez Microids, possiblement ils m'ont proposé. D'ailleurs je me rappelle que le chef de projet essayait de me convaincre que ça servait à rien d'aller aux Beaux-Arts et que j'étais bien mieux là où j'étais chez eux, quoi. Donc ils étaient un peu, c'était un peu le même schéma. Mais non, en fait je m'étais foutu dans le crâne que études, diplôme, machin. D'accord. Qu'est-ce que ça aurait donné si jamais t'avais basculé probablement dans un univers alternatif, il y a un FRA qui a fait ce choix de rester chez Silmarils. Oui, je pense que Dieu sait ce qui lui est arrivé, quoi. Ouais. Mais je me rappelle tout à l'heure tu parlais de Maya. Chez Microids, ils avaient 3 stations Indie, donc Silicon Graphics Indie, qu'ils avaient dû payer mais un prix indécent. Ils avaient Softimage, ils n'étaient pas sous Maya, je crois que Maya n'existait pas en fait. En gros, à cette époque-là, il y avait Softimage et il y avait Wavefront. Et un petit peu après, il y a Alias qui est sorti, et Alias et Wavefront ont fusionné et c'est devenu Maya. En gros, de ce que j'ai en tête de l'histoire des softs. D'accord. Et donc, ils utilisaient tous les graphes de Fort Boyard, le défi, ont été réalisés. Alors, les décors ont été faits sous 3D Studio et les personnages ont été faits sous Softimage, sur des Silicon Graphics. Et il y avait un ancien de Phantom, qui était une boîte qui faisait des dessins animés sur Softimage, qui avait bossé sur Julien Schreier, je crois, qui avait bossé sur Fort Boyard le défi, et après il est parti chez Pixar. Ah ouais? Ouais, il a enchaîné, quoi. D'accord, bien. Il y est toujours. Bien. Ouais? Ah oui? Ouais. D'accord. Et donc après Beaux-Arts. Ouais. Ok, donc du coup, tu fais ce choix-là, ce qui est pas, c'est pas un mauvais choix, hein, et 4 ans, quoi. Normalement c'est 5, mais j'ai redoublé la 3e année. 3e année, en fait, tu passes un examen, quoi. T'as un diplôme, t'as un premier diplôme,
et tu as une soutenance où tu présentes tes travaux de l'année et tout, et la première fois je me suis défoncé, donc du coup bah, j'ai rempilé pour une année, puis après ça faisait 4 ans, j'avais 25 ans, et puis j'avais par mon réseau de copains, de machin, il y avait une boîte de prod à Orléans qui recrutait, donc une fois que j'ai eu mon premier diplôme en poche, j'ai enchaîné et je suis rentré chez eux. Et c'est la boîte pour laquelle je bosse encore aujourd'hui. D'accord, donc, c'est ce que j'allais te demander, ouais, ouais. c'était d'accord. Ouais. Ah oui, donc ça fait maintenant... Ouais, ça doit pas aller 22, 23, un truc comme ça, c'était en 99, Ah ouais. on est en 2022. Ouais, ouais, j'ai pas de trou dans mon CV, mais Ah ouais, non, non mais c'est oui, parce que passer plus de 20 ans, oui, c'est pas forcément évident. Dans des boîtes, t'aurais pu... ouais, j'aurais pu m'emmerder. Ouais. Non, mais t'aurais pu par exemple y rester 7-8 Mhm. ans, changer, prendre, Mhm. partir dans une autre boîte, mais bon, ça... C'est que tu t'y plais bien, quoi. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Ouais, 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 carrément, ça a bien évolué, c'était intéressant. Bah, déjà, le combo IUT informatique et Beaux-Arts, c'est le combo ultime, quoi. Parce que, Ouais. Parce que, ben, quand on me parle de code, je comprends, je code sur pas mal de projets, même encore aujourd'hui. Et puis, au niveau graphe, c'est pareil. Enfin, au niveau maîtrise de l'image, Voilà, c'est ce qui nous a réunis d'ailleurs, c'est que tu intéressant, avais, la capacité de faire les de deux. Ouais. t'occuper des graphes et puis de faire la conversion sur Amiga aussi. Donc ça, c'était vachement bien, effectivement. Ouais. Il y a un truc assez caractéristique que j'ai remarqué dans les deux boîtes où je suis passé, et même dans la boîte où je suis aujourd'hui, c'est la difficulté du dialogue entre les développeurs et les graphistes. Parce que souvent, en fait, les développeurs se prennent de front toutes les contraintes techniques et auxquelles les graphistes n'ont pas forcément conscience. Duquel les graphistes n'ont pas forcément confiance. Et ça a tendance en fait à créer des tensions des fois dans la gestion des projets et même dans la relation entre les gens. Et j'avais vraiment remarqué ça typiquement dans les boîtes de jeux, c'était le cas. Et donc nous en fait dans ce qu'on propose aujourd'hui dans la boîte où je suis, on essaie justement de prendre ça en compte. Ce problème que d'un côté tu as des développeurs qui eux enfin il faut qu'ils fassent tourner leur code avec les assets graphiques qu'ils vont récupérer. Et de l'autre côté, tu as les graphistes qui, eux, ont des objectifs à atteindre aussi. Et comment tu fais pour que tout ça, ça cohabite, que quand, en gros, on balance les datas graphiques dans le code, ben, ça explose pas. Hein. Alors maintenant, tu as des frameworks ultra efficaces, style Unity, Unreal et tout, qui permettent vraiment de simplifier tout ça. Mais le problème existe encore de toute façon. Et d'avoir fait ce double cursus, ça m'aide vachement. En fait. Bah, c'est vrai que les boîtes dans lesquelles les développeurs étaient en contact direct avec les infographistes, il y avait forcément des problèmes. Ça, c'était, je pense, justement un des trucs qui s'est bien passé chez Cryo, c'est que Rémi s'est occupé de mettre en place tout plein de process comme ça qui venaient s'interfacer entre les deux. Ce qui fait qu'il n'y avait pas ce genre de questions. Parce que les infographistes, ils faisaient de la synthèse du matin au soir, ça passait dans tout ce process que Rémi avait mis en place, et derrière, ça ressortait dans les formats qui étaient attendus par les équipes. Donc il n'y avait pas... Donc on était en contact avec les graphistes uniquement pour le bon côté des trucs, et il n'y avait pas ce ah ben fais-moi ça plutôt comme ci ou comme ça. Bon là je parle pour les grosses prod PC, parce que c'est vrai que Cryo c'était tellement gros, il y avait les studios consoles et tout, je veux pas parler au nom de tout ce qui se faisait, mais en tout cas pour les grosses prod PC il y avait cette interface là qui du coup fluidifiait énormément de choses, quoi. Et ça c'était quand même ça a été la force de Cryo sans doute, entre autres, hein. Oui, je pense, oui, ça peut-être un des ingrédients, enfin c'était juste... Mais oui, voilà, quand tu mets les deux mondes l'un à côté de l'autre, si chacun forcément fait à son idée, ça colle pas forcément toujours, quoi. Donc, non, c'est ça. Ok, donc, ouais, donc ça nous emmène directement, du coup, au moment où nous on se rencontre et où du coup... tu t'occupes, là pour le coup, on va basculer sur Athanor 2, où tu t'occupes carrément des graphes en totalité, quoi. Où tu prends les dessins d'Angel et tu t'occupes de faire tous les graphes pour Atari, Amiga. À peu près. Voilà, oui, bon après... Clairement, sans les dessins d'Angel, moi j'aurais jamais été capable de faire ça, parce que, en fait, vraiment, c'est plus que la structure, plus que la charpente, j'allais dire. Les dessins d'Angel, ça structure vraiment... l'espace, les dessins, le sujet, tout est là. Moi, en gros, j'ai fait 2/3 des graphes, des vues, ce qu'on appelle les vues dans Athanor. J'en ai fait 2/3. Vincent a fait le dernier tiers.
À partir donc ouais. C'est ça. À partir des dessins d'Angel. Alors moi, je suis resté sur les dessins que j'ai colorisés, mais d'une colorisation un peu enrichie. Parfois, j'ai presque repeint un peu dessus, avec un process Photoshop assez costaud. Là, j'ai profité pour le coup, moi, vraiment d'avoir des machines modernes récentes. Je crois qu'il y a peut-être 200-300 calques dans un fichier Photoshop à partir des dessins d'Angel. Alors que Vincent, lui, c'est un peu, entre guillemets, un vrai artiste, c'est-à-dire que il a 2-3 layers et en fait il peint et comme un vrai peintre quoi. Et Vincent lui par contre il redessine carrément, c'est-à-dire que les premières versions des images que Vincent a fait à partir des dessins d'Angel, il était un peu dans le même process que moi parce que je lui ai montré comment je faisais, donc il a essayé de s'en inspirer, mais assez rapidement il s'est libéré de ce carcan et il a carrément redessiné, ce qui fait que c'est intéressant parce que parfois tu as même des illustrations qui n'ont plus rien à voir. L'illustration de Vincent et le dessin d'Angel parfois sont complètement différents. La composition est là parce que de toute façon il y a des contraintes techniques du jeu qui fait que s'il y a un bateau à gauche, il faut que le bateau reste à gauche quoi. Mais sinon ouais, c'est vraiment le travail de Vincent était vraiment chouette parce qu'il s'est complètement libéré des dessins d'Angel qui étaient très bien par ailleurs et qui moi m'ont vachement aidé. Et alors pour le coup je me suis vraiment éclaté quoi. Ouais non mais c'est vrai que quand ça on recevait les dessins d'Angel, quand ça passait entre tes mains. Et après, pour l'île de Pâques, et qu'on avait les images une fois, que c'était magique quoi, de voir. Oui, mais ça s'est passé comme ça s'est trouvé comme ça. Angel, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée de garder ce schéma qu'on avait chez Cryo par exemple, où les illustrateurs interviennent et ça passe parce qu'on aurait pu opter pour basculer en graphe direct sans passer par un illustrateur. Il y a pas mal de jeux qui se sont faits comme ça. Mais bon, ça aurait à mon avis posé peut-être plus de problèmes. Et on va continuer d'ailleurs avec cette méthode-là, je pense. Hein. Ouais, elle est efficace. On va continuer avec cette méthode-là. Une fois que le process est bien en place, c'est vrai que ça marche bien. Je me rappelle du Monkey Island 2, qui était un jeu PC porté sur Amiga, où il y avait une grosse différence visuelle avec le premier Monkey Island, qui était un jeu graphé au pixel en fait. Ouais. D'ailleurs, probablement qu'une partie des équipes ont dû changer ou ils ont dû changer de méthode de travail. Et effectivement, Monkey Island 2, c'était ça. C'était du graphe entièrement tradi, dessiné, peint, scanné et converti en fait vers le PC et après vers l'Amiga. Et donc en fait, moi je me suis inspiré de ça. Je me suis dit, ok, bon, les mecs à l'époque ils faisaient ça, nous on a le droit. Parce que personnellement, je suis pas capable de faire du pixel art from scratch quoi. Bah ouais, là c'est Dominique Sablon qui faisait ça. C'est ça. Et là, c'est des dizaines d'heures par image. Donc c'est... Ouais, j'avais interrogé le graphiste de La Secte Noire, le jeu de l'Encore, qui habite Poitiers maintenant. On a pas mal échangé par chat, quoi. Et donc je l'avais interrogé là-dessus, et c'est à peu près ce chiffre-là qu'il m'avait donné, c'est-à-dire, ils étaient sur une dizaine d'heures par graphe. Dans des délais très courts en plus, parce que pour le coup, il fallait vraiment dropper. Et puis la conséquence, c'est qu'en fait, la version AST et la version Amiga de La Secte Noire, par exemple, et c'est le cas de quasiment tous les jeux là encore, les graphes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a zéro différence visuelle entre la version Amiga et la version Atari. Et nous, on voulait pas faire ça sur Atari, on voulait exploiter au minimum les spécifications de chaque machine. Bah oui. Donc du coup ça veut dire que en fait on fait une version plutôt HD et très haute en couleur, quasiment true color, hein, c'est du Photoshop donc c'est du true color, qu'ensuite on va essayer de convertir de la façon la plus intelligente possible et vers l'Atari STE et vers l'Amiga. Donc on a quasiment 3 méthodes de conversion différentes en fonction des machines pour tirer au mieux parti, quand je dis Amiga c'est Amiga OCS, mais j'ai testé des dizaines de convertisseurs, j'ai récupéré plein d'algos parce que quand on part d'une palette 24, soit 16 millions de couleurs, et quand on va vers une palette 4096 ou 512 par l'Atari ST, il y a un problème de ce qu'on appelle la quantisation, c'est-à-dire qu'on a des valeurs entre 0 et 1, mais on a droit à 0,5, on n'a pas droit à 0,75 par exemple. Donc il faut quantiser, il faut trouver des paliers, et il y a plein d'algos qui existent, et donc j'ai essayé de trouver l'algo le plus adapté. Une fois que tu as la bonne palette, c'est pas tout, après il faut comment tu convertis l'image. C'est ça en fait, il faut trouver la bonne palette une fois qu'on l'a, a priori. Je pense qu'on va garder cette méthode là pour le prochain jeu, vu qu'on sera on sera cette fois-ci en STE uniquement, donc 4096 couleurs sur Atari, et
En OCS, hein, probablement, Ouais, sur, probablement sur rester Amiga. sur le OCS, ouais. Mais d'ailleurs, ce qui m'amène sur un petit sujet, on peut peut-être faire une petite annonce. Bah, moi je veux bien, ouais. On peut peut-être faire une petite annonce. Bah, pour en finir, bon, on va en finir avec Athanor 2, là, hein, vous l'avez compris, mais bon, il va y avoir une dernière sortie pour Athanor 2, une dernière version, qui sera la version, alors pour le coup, c'est le monde Amiga qui va être à l'honneur, puisque ce sera une version AGA. It's the one and only Digo Double G. You know I'm mobbing with the l'opportunité de faire telle version. Des fois on nous propose, on m'a pas mal demandé, tiens ce serait bien de faire telle version. Bon, moi je suis assez frileux sur le fait de se lancer dans des nouvelles versions, parce que bon, on est tous un peu pareil, on est tout feu tout flamme au début, mais le boulot est quand même assez conséquent. Donc il y a eu pas mal de portes qui sont entrouvertes et refermées assez vite. Mais la porte de l'AGA, elle en revanche, c'est vrai, François a quand même insisté, puis a sorti quelques graphes, et du coup, je me suis dit, bon, bah il y a quand même pas mal de modifs à faire, mais il se sentait de le faire, donc on s'est dit, allez. Et donc il y aura bel et bien une version AGA. Bon, alors... évidemment, ça arrive en fin de course, donc on va voir comment on procède. Mais bon, la version AGA, elle sera en 4 disquettes au lieu de 3, C'est ça. forcément. Les possesseurs de version OCS on pourra faire un système d'échange de disquettes. Hein. L'idée, c'est pas de faire racheter la version AGA aux possesseurs de la version OCS. C'est pas l'idée du tout. Si vous avez une version OCS et que vous dites, pour le coup, bon. On peut très bien, moyennant quand même les frais de port, éventuellement on s'échange les disquettes. On va réfléchir à ça, mais il y a un moyen d'échanger. Ceux qui ne l'ont pas peuvent... Il n'y en aura pas beaucoup, hein. Il ne va pas y avoir 36 000 exemplaires, je sais pas, il y aura peut-être une vingtaine de boîtes, une trentaine de boîtes de disponibles. Mais voilà, donc c'est quand même une annonce, je pense que les amigaïstes vont apprécier. Il y aura effectivement une version AGA, elle est prête, là il faut que je reteste encore un peu. Mais ouais, voilà, donc ça va être disponible. Mais il y a des... Parce que bon, voilà, il y a plein, vous le savez, hein, plein d'indices. Et je suis totalement à court sur certains indices, parce qu'il faut savoir que c'est quand même assez long. Hein, l'indice notamment des pièces de poterie, qui sont des vraies pièces de poterie, qui sont cuites chez un vrai potier. Donc c'est tout un process assez long, il faut que moi je fasse les pièces. Il faut que j'ai... Bah, bref, donc, voilà, donc le petit rituel, toujours, là, ça, je l'ai fait avec d'autres invités, c'était d'emmener j'ai proposé à François de nous présenter un objet dont il avait envie de nous parler, un roman, un album audio, un vinyle, une BD, donc tu nous as emmené... J'ai amené de la BD. Tu nous as emmené de la BD. J'ai amené de la BD. De la BD, on a parlé BD d'ailleurs un peu, c'est vrai que... Ouais. On a parlé BD, puis... quand on regarde l'illustration d'Athanor, le 1 et le 2, on est dans un univers quand même assez imprégné de bande dessinée. Voilà, Angel. Le style d'Angel, ouais. on sent que c'est lui aussi, hein, il a baigné là-dedans. Alors, je vais commencer par un auteur qui s'appelle Imagex. Donc certains peut-être spécialistes de Tilt notamment. Alors attends, je te le tends. Je vais en présenter un déjà. Donc Imagex, en fait, c'est un auteur français Colonie qui de vacances. Qui a fait de la BD. Qui a fait des jeux sur Atari ST, il a été graphiste sur Atari ST, c'était le graphiste initial de Rank Xerox, dont vous avez parlé dans une précédente vidéo. Ben oui, alors moi j'avais découvert tardivement, attends, on va monter un peu parce que je crois que c'est, voilà. Ça c'est une autre BD. Et dans les crédits, effectivement il y a Imagex avec mon nom, bon celui de François aurait mérité d'apparaître aussi, et moi Imagex, c'est vrai que je ne savais pas non plus, je pensais que c'était le nom d'une boîte à laquelle Ubisoft avait confié le développement de Rank Xerox, mais en fait non, Imagex serait l'infographiste de Rank Xerox. Donc ça c'était une info que je découvre encore. On en découvre 25 ans après, c'est excellent. Imagex faisait des toutes petites illustrations. 25 ans après, qu'est-ce que je raconte? 35 ans après. Ouais, facile. Ouais, l'Amiga a 35 ans, donc à peu près. Imagex faisait des petites illustrations sur Mac au pixel, hein, et elles étaient agrandies et elles ornaient les pages de Tilt notamment. Donc Imagex a été aussi illustrateur dans Tilt. Il a travaillé pour une boîte qui s'appelait New Deal, qui a fait des jeux pour Atari ST vers la fin
vers la fin de vie, je pense dans les années 90 à peu près. Alors New Deal, ouais, j'ai pas de jeux qui me reviennent. Un jeu Atari, d'hélicoptère vu de côté, mais j'ai plus le Si nom en tête. vous connaissez des jeux, mettez-les en commentaire. J'avoue que je connais pas trop les jeux New Deal sur Atari. Donc Colonie de vacances, univers très sombre. Alors Imagec, c'est un univers très très sombre, quoi. Très sombre, très glauque. Mais vraiment, enfin, si vous arrivez à mettre la main sur ces BD, et que je vous les conseille parce que ça fait partie un peu du patrimoine BD, enfin de l'univers un peu des années 80, quoi. Donc j'avais amené ça pour enchaîner sur rester dans l'univers de Tilt. Tilt en fait avait un illustrateur qui s'appelait Pierre Fouillet. Qui faisait plein d'illustrations. Alors il illustrait des dossiers aussi, et Pierre Fouillet aujourd'hui continue de travailler, donc il fait des BD. Donc ça c'est La Sardine et le Cannibale, qui est en fait adapté d'un roman autobiographique. Alors ils sont à deux manifestement. Majid Ba. Ouais, en fait Majid Ba c'est l'auteur du roman, mais qui est un roman autobiographique en fait. Majid Ba raconte son histoire, il l'a raconté dans un roman, et Pierre Fouillet a voulu l'adapter en bande dessinée. Donc c'est une très très belle BD. Complètement d'actualité en plus. Donc voilà, si vous êtes fan du travail de Pierre Fouillet sans forcément le connaître, parce que qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon stock? J'ai alors Pepe Moreno, qui est un illustrateur, dessinateur de BD espagnol, qui a fait une grosse partie de sa carrière aux États-Unis. Il a commencé en fait en faisant une BD qui s'appelait Jin Kong, que j'ai pas. Donc ça c'est un comics. Alors ça c'est un comics ce que Eric a dans les mains là, c'est Batman Justice Digital. Donc ça date des années 80-90. Donc c'est une BD qui est entièrement dessinée sur Macintosh. Ah ouais. Ça c'est sur Mac, les Mac couleurs quoi de l'époque. Et en fait le gars a commencé sur Amiga. Donc d'ailleurs quand j'étais gamin, j'avais acheté cette BD. Et sur la 4e de couverture, ils disent que Pepe Moreno a commencé à dessiner sur Amiga, et donc j'étais au taquet quoi. Je dis c'est génial et tout machin. Et un vrai gosse quoi. Ouais. Et donc bon, Batman Justice Digital, c'est un visuel un peu daté maintenant, ça a pas mal vieilli, mais c'est en gros Batman dans le cyberespace, donc c'est très très avant-gardiste dans la thématique. C'est complètement d'actualité aussi par rapport aux problématiques qu'on a aujourd'hui. Et donc il y a une autre BD de Pepe Moreno, donc pareil un style assez punk. Donc là c'est du full tradi, et c'est pareil, donc ça s'appelle Rebelle. Et donc c'est des histoires de guérilla urbaine. Édité chez Albin Michel, L'Écho des Savanes. Ouais. C'est ça. C'est chouette tout ça, non? Ça me fait plaisir, tu vois, je découvre plein de trucs. T'en avais peut-être une dernière, non? Ouais, je termine sur coup de cœur copinage, Bolshoi Arena, donc de Boulet et Hassen. Donc le 3e tome est sorti là il n'y a pas très longtemps, donc là ce que je vous montre c'est le premier. Donc Hassen c'est un auteur de BD qui a été nourri aussi un peu à la même... Aux éditions Delcourt. Aux éditions Delcourt. Il a été nourri notamment à la culture Atari ST. Donc on voit qu'il a eu un Atari ST parce que dans pas mal de ses BD, il met des références. Donc il a fait une BD qui s'appelle Le Palais de Glace. C'était une BD, elle commence à avoir quelques années déjà. Donc Le Palais de Glace, c'est une référence directe en fait à Beyond the Ice Palace, le jeu Atari ST. Une belle dédicace là. Ouais. Et dans lequel en fait il raconte son enfance de façon un peu romancée, mais dans Le Palais de Glace, il y a de l'Atari ST, j'en avais parlé sur Gamopath d'ailleurs. Et Bolshoi Arena, en fait, si on a l'œil un peu entraîné, on va trouver des pubs de jeux Psygnosis qui sont sur les murs de la chambre de l'héroïne. Donc il y a des références, tu vois Beyond the Ice Palace. Ah ouais. Obliterator. Magnifique musique, voilà, Beyond the Ice Palace. Complètement. Donc là, voilà, vous le voyez pas, mais là il y a une affiche de Obliterator qui est dessinée sur le... mais ça me paraît compliqué, ouais. Donc dans les BD d'Hassen, il faut le savoir, il y a des références explicites en fait, partout, à la culture jeux vidéo 1632, quoi, Bitmap Brothers, etc. Donc, et c'est en fait découpé et dessiné, enfin écrit et découpé par Boulet et dessiné par Hassen. Voilà. Génial, bah merci. Moi c'était super. Je découvre des trucs aussi, donc ça me fait plaisir. Bah voilà, je sais pas si a priori on a fait le tour. Bon, on l'a dit une fois, si on l'a pas dit 10, comme qu'on allait commencer une nouvelle prod.
Donc on vous le reconfirme, on va commencer, on va faire un petit teaser là, on postera ça. Enfin sachez qu'il y a un nouveau jeu d'aventure qui va commencer, qui sera beaucoup plus ambitieux encore qu'Athanor 2. Sur les donc ST Amiga et Amstrad CPC a priori, bon il y a un petit point ou deux à valider pour l'Amstrad parce que c'est justement peut-être un petit peu trop ambitieux, donc il faudra qu'on recalibre légèrement pour l'Amstrad, mais bon, l'idée c'est sur ces 3 machines là. Et là je sais qu'il va y avoir une pluie de ah oui mais sur Archimède, ouais. sur tout ça, donc bon voilà, non mais donc on en reparlera, hein, tout ça, mais bah voilà, hein, François, ça m'a fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. De toute façon, bon, on se reverra, vous nous reverrez tous les deux sûrement prochainement pour d'autres sujets. Mais en tout cas, bah voilà, je voulais qu'on fasse ton parcours intéressant et voilà, montrer qu'il n'y a pas de hasard. On se retrouve Ouais. un jour ou l'autre autour du jeu vidéo. Et c'est marrant parce que moi, j'ai dans ma vie professionnelle récente, je continue à croiser des gens qui connaissent Eric Safar. C'est-à-dire que Ah oui. je vais travailler avec un client Ah oui. industriel et puis je croise un gars et il me dit ouais, j'ai travaillé avec Riot à l'époque. Alors j'envoie un texto à Eric vite fait, je lui dis tu connais machin? Il me fait bah oui. Je dis bah il est juste en face de moi, donc ça c'est ça. Et puis l'autre jour Ah oui, c'était marrant ça. au salon Virtuality où j'étais avec le boulot, parce qu'en fait on fait dans ma boîte, j'en ai pas parlé, mais on développe des applications réalité virtuelle. Je peux peut-être parler de ma boîte vite fait, j'en profite, je me fais un peu de Bien pub. sûr. Donc en fait, la boîte pour laquelle je bosse aujourd'hui, donc est la même que depuis 25 ans, mais depuis quelques années on développe un moteur 3D qui s'appelle Arfan 3D. Donc on a eu envie de développer un moteur 3D qui soit français, qui soit à nous, dont on maîtrise le code source complètement. Et donc en fait on ne prétend pas du tout concurrencer les existants style Unity, Unreal. On mettra les liens Ils sont monstrueux, ouais, volontiers, ouais, dans la carrément. description. Donc ça c'est des solutions mainstream qui sont ultra efficaces, mais nous on va vers les industriels. Donc on essaie d'amener les industriels à utiliser la 3D. Alors typiquement ce qu'on fait, un des projets qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a notre moteur qui est dans une voiture et qui va afficher des images sur le pare-brise. Donc ça avec le moteur 3D qu'on fait, on est capable d'afficher des trucs. L'électronique dans une voiture c'est pas un PC quoi, c'est pas un GPU de ouf, c'est vraiment de l'électronique ultra contrainte. Donc ça c'est ce qu'on fait. Et donc on va régulièrement sur des salons, et l'autre jour j'étais au salon Virtuality à Paris, donc le salon de la réalité virtuelle qui a lieu tous les ans. Et puis en validant mon badge, juste à côté de moi, je vois un gars qui était Emmanuel Forçant, que j'ai reconnu. Dont j'ai parlé aussi un petit peu là, dans la dernière vidéo, parce qu'on avait fait un voyage tous les deux à la Nouvelle-Orléans. Et Emmanuel. C'est ça, s'en souvient. que tu connais, donc avec qui tu as Oui, travaillé. oui, quoi. oui, bah, il est arrivé. Bah, il est arrivé chez Cryo, oui, il avait écrit un bouquin, je crois, sur 3ds Max d'ailleurs. Ouais, c'est possible. Emmanuel a écrit un bouquin sur Ouais. 3ds Max, et il est arrivé chez Cryo, voilà, et puis bah on s'est croisés, enfin on a travaillé ensemble, on a fait plus que de se croiser, et notamment on a fait un déplacement pour un salon tous les deux. Voilà, et c'est vrai que oui, toi tu l'as croisé récemment. Là. Ouais, C'est marrant. c'est marrant, ouais, le monde est petit. Quoi. Voilà, c'est vrai. Bon, bah merci encore pour Merci. tout ça. Merci surtout, je l'ai dit plein de fois, mais je te le dis devant toi, merci pour tout ce que tu as fait sur Athanor, c'est absolument génial et c'est pas fini. Donc bah, on se dit à très bientôt, il y a des nouvelles choses qui arrivent encore, et puis on va vous proposer des belles choses, j'espère. Voilà. Bah, je finis peut-être juste là-dessus. Le premier jeu homebrew indé que j'ai jamais réussi à finir, c'est avec toi, c'est Athanor en fait, parce que Ouais. probablement, alors évidemment il y a les jeux dont on a parlé, sur lesquels j'ai bossé quand j'étais jeune, mais de moi-même tout seul j'ai jamais été capable de terminer un jeu. Quoi. Ouais, bah. Donc pour moi c'était vraiment une super expérience. Non, mais c'est bien, je pense qu'on a réussi à mettre en place un truc dans l'équipe qui fait il y a une espèce d'excitation, Ouais, c'est de ça. bouillonnement qui tient la distance. Parce C'est que ça. ce bouillonnement-là, il est facile au démarrage d'un projet, on est tous. Mais le plus compliqué, c'est vraiment de le faire durer pendant, parce que tout ça dure 2-3 ans. Voire plus, hein, puisque les premières lignes du scénario sur lequel on va travailler, je les ai écrites il y a au moins 5 ans.
Donc, et le faire en sorte que ça tienne jusqu'au bout, c'est ça qui est pas évident, mais on y arrive. Bah, moi, le premier graphe que j'ai commencé à bricoler sur Athanor, c'était 2017. Le premier commit sur le serveur sur lequel je pousse mon code, donc le code d'Athanor, c'est 2018. Le jeu, il était fini à peu près en 2021, je crois, un truc comme ça, 2021, 2000. En tout cas, la version Amiga. La version ST, c'était octobre 2020 et Ouais. août 2021 pour l'Amiga. C'est ça, d'accord. Donc voilà, ça donne un peu une Juillet idée de la ou durée. En fait, c'est facile d'être motivé 3 mois, 4 mois, Ouais. relativement facile. Mais d'arriver à rester motivé 4 ans, mine de rien, Eh oui, sans se prendre la tête, faut quand même que ça reste un plaisir. exactement. Bon, moi j'ai une femme extraordinaire, elle me laisse bosser. Je peux Mhm. passer un week-end, enfin, le nombre de week-ends que j'ai passé sur Athanor à faire les graphes et tout, à bosser le code, bon bah voilà, on en parle, elle suit le truc. Mais c'est vrai que ça prend vachement de temps et en même temps c'est vraiment hyper intéressant. Moi j'ai appris plein de trucs, enfin, j'ai progressé, j'ai dit que j'avais appris le C à l'IUT, j'en ai fait chez Microïs, j'en ai fait après un peu dans ma boîte, mais assez peu. Et en fait je me suis vraiment remis au C et j'ai vraiment progressé à mort en C en programmant Athanor, quoi. Parce que j'avais des bugs, parce que j'ai essayé de comprendre. Oui, donc, oui, cette phase-là est... donc c'est hyper intéressant. Moi ça a été un truc hyper enrichissant. Voilà, c'est cool, quoi. Mais la contrepartie, c'est qu'on a 2 Tesla garés devant. C'était C'est une ça. Tesla par membre de l'équipe. Bah moi j'en ai 2 parce que selon que je m'habille Oui, en mais- noir ou en blanc, du coup Voilà, j'ai donc, pas la même. Bah ouais, c'est pas- le minimum, quoi. C'était... Bah, avec quelques modestes revenus hein, sur Athanor 2 et on va pas se mentir. Ah bah moi je suis passé direct sur la Gold. Hein. Voilà. J'ai changé de banque et tout. Ouais, non, c'était ça un peu le... Ouais. Enfin, on devait pas le dire, c'est normal. Bon, il fallait pas en parler. Bon, mais voilà. Après. Bon, bah merci à tous, à bientôt. Merci. Salut. Salut.